Donc tu te retrouves vite embarqué là-dedans et puis ouais, avoir la possibilité de vraiment changer la vie de millions de personnes. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais moi c'est incroyable. T'as un outil ultra puissant qui résout tout simplement et qui te permet de pas t'oublier. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Salut Valentin. Salut. Écoute Valentin, tu te définis comme un inventeur fou, mais gentil, ce qui est plutôt rassurant pour moi. Juste, comment est-ce qu'on passe d'inventeur fou à entrepreneur ? Bah, je crois, les deux ont toujours été très très liés, hein. Et c'est vrai que cette envie de toujours fabriquer des choses, de résoudre des solutions et tout, souvent t'as envie que quand tu trouves des choses, un maximum de gens les utilisent, donc l'entrepreneuriat c'est un peu la suite logique, quoi. Carrément. Et juste, on va rentrer dans ce que tu as inventé, parce que tu as une invention dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est très très cool, et que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de tester juste avant qu'on ouvre le micro. On va en dire plus dans un instant. Ça m'a beaucoup plu. J'ai envie de tout raconter, tu vois. Mais juste, pourquoi on devient inventeur ? Comment on devient inventeur ? C'était quoi ton but en faisant ça ? C'est marrant parce que le statut d'inventeur, pour de vrai, je l'ai à la ville. C'est mon statut professionnel depuis 2015-2016. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours fabriqué des choses, j'ai monté des boîtes, j'ai fabriqué des produits, que ça soit des produits physiques, des produits logiciels aussi. Et c'est vraiment un moment, c'est ah putain, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on devient inventeur ? Attends, j'imagine bien que tu deviens pas inventeur du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est plus toi, qu'est-ce qui te drive en fait dans le fait de créer des trucs. Enfin, t'as inventé un paquet de trucs. Tu peux en parler sur les premières inventions que t'as fait. Tu vois, t'as parlé d'un pistolet Nerf qui était connecté à une prothèse. Enfin, t'as vraiment fait des trucs de fou et il y a plein de gens qui aiment bien je trouve tout quand ils sont gamins, puis ça s'arrête là, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, pour reboucler sur ce que je voulais dire, c'est que là ça a été vraiment le moment où j'ai compris que c'était le titre qui m'allait le mieux et qui correspondait le mieux à mon activité. Et c'est à ce moment-là où j'ai monté une agence qui s'appelait Hackerloop. On était un studio d'invention qui s'est mis au service notamment de l'industrie du jeu vidéo, mais du divertissement au sens large, où vraiment on leur inventait tout et n'importe quoi. On venait avec des besoins bizarres. Je pense le besoin le plus cool, enfin le plus bizarre qu'on m'a adressé, c'était pour South Park et Ubisoft. Ils avaient une idée, si on pétait dans le dernier jeu South Park, on voulait que ça pète dans le nez des personnes. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'est né le Nozulus Rift 24, un vrai produit qu'on a fait. On a travaillé avec des parfumeurs de luxe, on a travaillé avec plein de gens, et ensuite on a fait 24, c'est parti chez tous les youtubeurs et sur tous les JT de la planète. Voilà, c'est ce genre de truc, et j'étais très vite identifié comme la personne qui pouvait un peu mec qui arrive à créer ces trucs-là, à craquer tous les problèmes qu'il y a dedans pour le faire. Au fur et à mesure, ça s'est vraiment disséminé dans toutes les agences de pub parisiennes et européennes, en mode t'as un besoin un peu fou, un peu taré, ou qu'on pense être impossible, appelle Valentin et son équipe, peut-être que eux résolveront le truc. C'est vraiment là où je suis devenu inventeur, où j'ai endossé le titre et où je me suis dit, ça correspond parfaitement à qui je suis, à ce que je fais, et ça me va plutôt bien depuis. Mais c'est vrai que c'était pas un truc où je me suis pas décrété inventeur, c'est au fil du temps où j'ai compris que c'est ce qui résumait le mieux et que c'était vraiment ma réalité. Trop bien. Et en parlant de challenge impossible, avant qu'on allume les micros, je me suis retrouvé à voler dans un canyon avec un wingsuit, le tout sans bouger de ma chaise et sans utiliser mes mains. Ça, c'est quand même relativement impossible quand on le dit comme ça. T'as créé quelque chose qui s'appelle Playability. Ouais. Je spoil pas, je veux bien que ce soit toi qui nous raconte qu'est-ce que c'est. Eh ben écoute, Playability, c'est un projet à la base qui est très simple, permettre à tout le monde de pouvoir jouer aux jeux vidéo, notamment les personnes handicapées. Et c'est vrai que pour moi, j'ai toujours bossé dans le jeu vidéo. C'est une opportunité de ouf pour socialiser, pour vivre des aventures, pour rencontrer des gens. Et c'est le principal problème des personnes handicapées, justement. Elles sont isolées, pas forcément beaucoup d'activités. Et donc, le lien entre jeux vidéo et personnes handicapées, il est assez évident, sauf que ça vaut super cher. C'est ultra complexe. Et voilà, il y a quelques années, je me suis vraiment spécialisé
spécialisé autour de l'accessibilité en tant qu'inventeur, notamment sur ma chaîne YouTube et Twitch. Et du coup, je suis arrivé assez logiquement vers Playability et cette mission, comment on aide tout le monde à jouer aux jeux vidéo, quoi. Et du coup, concrètement, ton visage devient ta manette. C'est ça. Alors ton visage, ta voix, ton corps, l'idée c'est qu'on va permettre de se créer sa manette idéale, donc on crée une manette virtuelle et les gens vont pouvoir dire quand je hausse les sourcils, ça accélère dans Mario Kart, quand je fais un clin d'œil, ça va envoyer une carapace, quand je bouge la tête, je bouge la main, ou bien que je fais un son, je vais pouvoir comme ça déclencher ce que je veux comme bouton. Et l'idée vraiment c'est d'enlever toutes les limites qui peuvent empêcher les gens de jouer. Ça, une manette de jeu vidéo, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a une partie, vous trouvez aussi c'est assez compliqué, il faut avoir de l'expérience dessus, même les notions de spatialisation pour bouger le stick gauche, le stick droit, et en fait il y a une énorme partie de la population pour qui c'est compliqué, et même pour certaines personnes ça rend absolument impossible de simplement jouer aux jeux vidéo. Et moi en tant que gros gamer, puis il y a même plus besoin de justifier, je pense aujourd'hui, l'impact culturel du jeu vidéo, l'impact sociétal. Et c'est vrai que j'ai eu une mission avec Playability, c'est que tout le monde puisse se créer une manette. Et donc même si vous êtes bloqué complètement, vous pouvez bouger juste quelques muscles de vos visages ou simplement vos yeux, on va pouvoir trouver des solutions et vous permettre de juste dire quand je bouge l'œil à gauche, je vais à gauche, quoi. Et c'est follement accessible. Ce truc-là, quand tu m'as proposé de le tester, je me suis globalement dit je vais finir dans le sol les 27 premières fois et ensuite après je vais vaguement comprendre comment on joue. En fait, tu m'as laissé 10 secondes sur le machin. J'ai grandi avec des jeux vidéo, tu vois, mais je suis pas un méga gamer non plus. Et c'est hyper simple, quoi. Ouais. C'est bluffant, vraiment. Ça me rappelle moi à chaque fois la Nintendo Wii. Je sais pas si tu te rappelles quand tu jouais au bowling et la première fois que t'as pu mettre un coup de tennis en bougeant ta main devant ta télé. C'est ça. Et surtout à chaque fois que moi c'est quand mon papy, ma mamie et tout a essayé, on se rendait compte d'un coup simplement dire je vais faire un mouvement. Bam, ça peut déclencher quelque chose. Et donc c'est un peu l'esprit de ce qu'on fait, mais vraiment avec cette mission moi qui me rend super heureux d'ailleurs, parce qu'on va en parler, mais c'est incroyable quoi de pouvoir me retrouver aujourd'hui avec justement mon talent d'inventeur, mes compétences que j'ai développées au fil des années, et me retrouver à les mettre au service de plein de personnes. Et puis a priori je suis concrètement en train de changer la vie déjà de pas mal de monde, en tout cas parmi nos bêta-testeurs et nos bêta-testeuses. Donc c'est assez ouf de se retrouver sur un produit qui moi me rend heureux, qui rend heureux les autres, et c'est un peu une boucle vertueuse incroyable là. Exactement. Et je t'avoue que c'est la première fois que je me sens autant à ma place. Ça fait toujours très plaisir à entendre, félicitations. Et justement, là on a un truc, moi je le raconte depuis tout à l'heure, mais c'est hyper simple, c'est trop bien, c'est comme d'habitude pour faire un truc qui soit aussi, qui ait l'air aussi simple, ça veut dire qu'il y a énormément de travail derrière. L'accessibilité, c'est pas une thématique nouvelle pour toi. Pourquoi tu t'es dédié à ce sujet-là plutôt qu'un autre, entre guillemets, même si on comprend que c'est un sujet qui est très beau, tu vois? En fait, l'accessibilité, moi, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai commencé à bricoler des trucs là-dedans. Je pense que le projet dont je suis le plus fier, c'est une prothèse nerf que j'avais fait justement pour Nicolas Huchet, BioNico. C'est aussi quelqu'un qui fabrique beaucoup de solutions open source pour les personnes handicapées, que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés en 2014 à l'époque, on a déjà bossé un peu sur une de ses prothèses, et à chaque fois qu'il passait au bureau, on avait un bureau avec Hackerloop, il se faisait souvent shooter, quoi. Et pas facile quand t'as qu'une main de recharger, de machin, tout ça et tout. Donc vite venue l'idée de trouver une solution. Et donc, je vais fabriquer une prothèse, un peu comme Megaman, ceux qui ont la référence. Donc, ça se mettait sur son moignon, sur son bras, un très gros pistolet nerf avec des capteurs électromyographiques. Donc c'est des petites électrodes qu'on va poser sur son bras, et ça détectait les contractions musculaires et déclencher le gun. Donc c'est un des exemples de projets que j'ai fait. Celui-là d'ailleurs a plutôt bien marché, ce qui a été exposé 2 ans au musée des sciences et industries de Chicago. C'est quand même une de mes grandes fiertés en tant qu'inventeur, le meilleur musée de sciences et industries du monde. J'en suis très très fier. Mais surtout ce dont je suis le plus fier, c'est que quand tu fais un projet comme ça, que t'as un peu de presse autour, en fait t'as une collection de personnes qui vont te contacter. Et je me rappelle par exemple de cette grand-mère de l'Arkansas qui était là en mode faut absolument que je fasse ça pour mon petit-fils, quoi. Et tu te retrouves à connecter le makerspace. Donc le makerspace, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où plein de gens peuvent biduer l'électronique, et tu commences à relier les gens entre eux, et ça c'est vrai que c'est un truc aussi qui est assez incroyable dans l'accessibilité, c'est que le mouvement maker, l'open source, en fait faut se rendre compte que chacun a des besoins complètement différents, et qu'on a besoin de personnalisation. Ouais. Et des fois cette personnalisation elle matche pas avec une rentabilité économique, et c'est vrai qu'on est dans un milieu où les besoins sont servis majoritairement par les artisans, les bricoleurs, le frère, la sœur, la mère, le père qui à un moment va faire un accessoire. C'est pas, je le réserve pas juste au milieu maker, c'est un peu du verbiage très spécifique. Le truc qui va résoudre le problème de la personne qui est à côté de toi et qui entre guillemets ne sert peut-être qu'à ça, tu vois. C'est ça. Et donc tu vois, c'est très logique en tant que maker qui fabrique des trucs qu'au bout d'un moment
Toi, tu sais à peu près. Enfin, moi, je me retrouve à savoir faire pas mal de choses et bricoler pas mal de choses. Bon, bah, quand vois quelqu'un qui a besoin d'aide, tu l'aides. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça avec une approche très spécifique. C'est comment on s'amuse avec sa différence. Il y a plein de gens qui bossent sur des trucs autour de l'autonomie qui sont super utiles. Tu vois, je pense, j'ai un pote qui bossait sur une fourchette stabilisée, parce qu'il y a des personnes qui peuvent simplement pas s'alimenter parce qu'ils bougent trop la main, des mouvements la main, des secousses et tout. Bon, c'est trop cool. Ouais, bien sûr. Mais moi, ça, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est comment tu t'amuses avec ta différence, comment tu fais des trucs, voilà, qui font rire, et comment d'un coup, bah, t'as pas de main droite. Trop cool. Tu vas pouvoir avoir un gun à la place, tu vas pouvoir avoir tel truc. Ça a toujours été un peu, voilà, comment je m'amusais avec, et donc c'est dans la droite lignée aujourd'hui que je suis sur le jeu vidéo, quoi. Et justement, on parlait au début de cette dualité inventeur-entrepreneur. Bon, je t'en parle parce que t'en parles publiquement. Tu crées énormément de contenu, même beaucoup plus que moi, je pense. T'as un podcast, une chaîne Twitch, une chaîne YouTube. C'est un peu dur cette année, mais j'ai un regard dur sur moi en termes de contenu cette année. Mais ouais, ça fait un paquet d'années que j'explore ça aussi. Et clairement. Et du coup, enfin, tu le dis que t'as lancé Playability après une phase un peu de quête de sens pour toi, qui suit notamment d'autres projets entrepreneuriaux. Du coup, en quoi ce projet-là, c'est un projet qui est différent? Pourquoi tu repars là-dedans? Ouais, ben écoute, j'avais vraiment pas prévu de recréer une boîte. J'étais un peu dans un truc où j'ai créé quelques startups et je me suis rendu compte que voilà, passer 2-3 ans sur un projet en particulier, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Ensuite, j'ai créé une agence de pub et il y a 2 ans, je me suis dit bon, j'en ai marre de bosser pour les autres. Je vais continuer à faire mes inventions, mes créations, mais juste pour moi, et je vais essayer de monétiser vraiment en tant que créateur de contenu. Donc c'était un peu l'idée. Et c'est dans cette lignée qu'est né Playability, parce que je me suis retrouvé il y a 1 an à décrocher une bourse du Centre national cinématographique, donc CNC Talent, et justement pour financer une série documentaire de 6 épisodes YouTube où je vais à la rencontre de personnes handicapées et où je leur fabrique quelque chose pour jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que tout a démarré, et cette idée de Playability, bah, elle a émergé en bossant sur le premier épisode, où je me suis dit très rapidement en mode mince, je crois que je vais pas aider une personne par épisode. Je pense que j'ai un truc qui tient beaucoup plus lourd. Donc ce qui me fait aujourd'hui que je suis sur ce projet, que je me retrouve à fond en truc entrepreneurial, bah c'est que je me suis retrouvé dans un truc qui s'est un peu imposé à moi. Quand tu commences à créer, faire quelques vidéos là-dessus, les gens ils sont extrêmement emballés, tu te retrouves à avoir le Téléthon qui te contacte, qui te dit mais attends, c'est ouf, on a X dizaines de milliers de personnes à qui ça pourrait bénéficier, que tu mets quelques trucs sur Twitter en janvier, février, mars, et que les retours sont incroyables. Bon bah au bout d'un moment, tu te retrouves en mode je vais peut-être en faire une boîte, quoi. Mais avant ça, faut se rendre compte que je me suis inscrit au concours Lépine. Ouais, je parlais encore, mais j'ai gagné faut que tu nous racontes ça, ouais. J'ai gagné la médaille d'or au concours Lépine cette année. Et le truc très drôle, c'est que quand je me suis inscrit, d'ailleurs le 15 mars 2023, un peu le dernier jour, on était plus sur un concept YouTube. Ouais. Je vais montrer aux gens comment j'invente de A à Z quelque chose. J'avais déjà cette idée, j'avais déjà plein de gens qui étaient autour de moi. Alors là, loin de moi l'idée d'en faire une entreprise, tout ça et tout. Et je me suis donné ce défi, quoi. D'ailleurs, ma vidéo YouTube commence par moi le 15 mars qui dit, en gros, je vais vous montrer comment on gagne une médaille d'or. Moi, je faisais un peu le malin en me disant, ça peut être un bon pari, ça fera une bonne vidéo si je réussis, peut-être qu'on la sortira pas si je réussis pas. Et au final, j'ai eu 1 mois pour prendre mon idée et en faire un vrai prototype fonctionnel capable d'être testé par des milliers de personnes et qui soit vraiment cool. Et quand tu te mets à fond à faire ça pendant quelques semaines, il y a un bout d'un moment, t'es là, et à continuer d'avoir tout le monde qui te dit, ouais, c'est incroyable, ça va changer la vie de tout le monde. Bon, c'est plus trop une blague sur YouTube, quoi. Tu te dis, putain, je peux pas la laisser passer cette opportunité. Surtout quand t'es entrepreneur, que t'as déjà monté des boîtes, t'as déjà vu des trucs, même si t'as une certaine réticence. J'avais l'impression de voir pour la première fois un truc qui pouvait vraiment marcher. On parle tout le temps aussi de product market fit, tous ces concepts, tout ça et tout. Et en bossant sur ce projet, et notamment avec le concours Lépine qui s'approchait, d'un coup, j'étais là en mode, mais j'ai plein de confirmations qui laisse penser que l'ensemble des projets que j'ai fait avant n'ont jamais marché, vu à quel point là j'ai des confirmations de malade. Donc tu te retrouves vite embarqué là-dedans, et puis avoir la possibilité de vraiment changer la vie de millions de personnes. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais moi c'est incroyable. Jamais j'avais abordé l'idée de pouvoir faire réellement quelque chose d'utile. Au regard maintenant que je suis sur ce projet, tu sais, j'ai l'impression de juger tout ce que j'ai fait avant comme des petites expérimentations là où ça a vraiment un sens incroyable, et ça aide vraiment les gens, quoi. Oui, en même temps, il fallait probablement faire toutes ces itérations avant pour arriver à cette idée-là et acquérir ces compétences-là et ce bagage-là, et qui fait que c'est toi qu'il y a que toi qui pouvais le faire, tu vois. C'est ça, clairement. Donc, Mais en tout cas, voilà pourquoi je me retrouve à être entrepreneur à nouveau, parce que en m'amusant, en disant tiens, je vais pas en faire. Enfin, si tu veux, moi normalement j'aurais fait un beau projet open source. C'était ma question. Tu peux pas juste. Enfin, c'est un truc où que ça puisse avoir le reach que tu veux que ça ait, il faut en faire une boîte pour que ça soit diffusé. Tu peux pas juste le poser sur GitHub en mode faites-le, tu vois. Je l'ai beaucoup fait. Ça aurait pu aider pas mal de gens déjà, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que le vrai problème, c'était comment ta maman, ton petit frère, ton aide de vie,
peu importe, comment on va t'aider à installer ça sans que ça vienne nuire à ton système actuel et tout. Parce que les gens, ils ont peur. T'imagines, tu déconnectes un truc, la personne peut plus bouger en fauteuil roulant, t'es obligé de prendre un rendez-vous pour dans une semaine pour que un technicien vienne pour 300 € de l'heure, te faire les trucs. Tout est compliqué, donc c'est extrêmement dur de pouvoir faire les trucs. Donc, tout de suite, moi, c'était évident si je fais une solution, même si elle est open source, même si c'est un petit projet, comment je fais en sorte que les gens puissent l'avoir en 24 heures sur Amazon, le brancher et hop, ça marche. Parce qu'en fait, elle est vraiment là, la clé. Si t'as besoin d'avoir un pote comme moi qui sait faire un peu d'électronique pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, enfin... Ça peut être ça. Tu as une friction monumentale très vite, quoi. C'est ça, quoi. Et la réalité, c'est que, tant qu'on continue à faire juste des trucs comme ça, même encore une fois, hein, aujourd'hui, l'open source, c'est ça qui permet énormément de personnes de faire des trucs, de les avoir et tout. Mais moi, j'avais envie d'apporter, même si c'est sur une base open source, une expérience utilisateur qui soit vraiment à la hauteur de ça marche, quoi. Ce qui est très compliqué d'avoir. En fait, c'est ça qui est le plus dur, c'est de rendre les choses simples, c'est extrêmement compliqué. C'est trop cool. Et donc du coup, t'as lancé ce truc-là, t'as gagné la médaille d'or au concours Lépine en 1 mois. Aujourd'hui, concrètement, t'en es où dans ce que t'es en plein dans cette période où tu passes de l'invention à l'entreprise. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce qui est facile, difficile? Ouais. Après, tu vois, on raconte. J'ai en effet fait en 1 mois un prototype qui marchait bien au concours Lépine et tout. Alors déjà, je voulais noter quoi. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec tous ces algorithmes, que j'étudie tous ces systèmes et tout. Donc, dans ce que j'ai réussi à faire pour le prototype, pour le concours Lépine, il y avait déjà l'essence en fait de ce que pourrait être l'expérience utilisateur. Mais évidemment, ça restait assez limité parce qu'évidemment, on fait pas un produit complet que n'importe qui peut utiliser en 1 mois avec. Et donc, ça a été cette année au final, parce que ça commence à faire 6 mois bientôt maintenant, tout ça a été vraiment attaché à comment j'ai un produit qui est réellement utilisé par des personnes handicapées, qui a vraiment du sens pour elles. Et dès que j'ai fini le concours Lépine, l'idée c'était comment au plus vite j'ai une version de développement que je peux donner à plein de personnes, des ergothérapeutes, des joueurs et des joueuses, des experts. Méga test, quoi. Voilà, comment je teste direct, parce que bon, c'est bien beau, j'allais pas m'enfermer pendant 1 an, je voulais vraiment concrètement tester le produit. Et c'est assez simple en fait sur mon sujet, parce qu'en fait les gens sont là en mode je m'en branle de l'état de ton code. Si tu me dis que je peux pour la première fois écraser des gens sur GTA 5 au lieu de jouer à des jeux basés à la souris, je m'en fous, quoi. Explique-moi le truc, c'est pas grave, je vais y jouer direct. Donc ça m'a permis dès juin d'être sur une itération très rapide, de donner du code vraiment dégueulasse. D'ailleurs, un grand merci à tous mes bêta-testeuses, bêta-testeurs qui ont essuyé vraiment, c'était vraiment, il y avait pas d'interface, quoi. Je faisais n'importe quoi dedans, juste du cœur fonctionnel, mais c'est pas grave, ça marchait. Et dès le début, j'ai comme ça tous les retours. Et voilà. En gros, pour résumer mon année, ça a été construire une version du produit qui marche trop bien et qui aujourd'hui a la chance d'avoir 150 personnes à peu près qui l'ont testé. Et c'est vraiment, en plus c'est que des histoires au quotidien trop cool, parce que j'ai des gens qui font leur premier top 1 sur Fall Guys. Alors pour l'audience qui connaît pas trop, c'est un jeu vidéo, du coup il y a qu'un seul gagnant dessus. Tu te retrouves avec des personnes qui jouent depuis des années dans une expérience limitée, et puis 2 jours après on commençait à tester Playability, on te dit j'ai été le meilleur du jeu sur 100 personnes, top quoi. 1, J'ai été le meilleur de la partie sur 100 personnes, probablement beaucoup de personnes qui sont pas handicapées, qui ont tout full contrôle, et maintenant je peux, quoi. Et donc voilà, c'était vraiment ça. Et puis c'était important pour moi. Après, j'ai fait beaucoup de produits, j'ai travaillé avec énormément d'utilisateurs, d'utilisatrices, d'autant plus sur un sujet autour du handicap. Enfin, ça a pas de sens de pas partir sur un travail avec les gens. Et puis surtout, chaque personne est différente, quoi. Donc, et c'est ça qui est très impressionnant dans on en parlait au début, tu vois. Enfin, il y a autant d'handicap que de personnes qui en souffrent, et c'est très 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 dur d'arriver sur un truc qui est standard, utilisable partout. Donc du coup, t'as vraiment eu cette phase de je recense autant de cas possibles que faire se peut, quoi. Ouais. Et donc tu construis ton produit comme ça, et si je comprends bien, en même temps tu parles des messages que tu reçois, etc. Enfin, ça prend quand même ton projet. Ouais, là on ouvre enfin la bêta privée, donc là c'était on était en alpha privé, c'était vraiment au compte-gouttes les accès et tout. Mais ouais, non, c'est vachement concret, et puis ça fait vraiment depuis juillet qu'on a presque au quotidien des personnes qui vont jouer à des nouveaux jeux et tout, et c'est vrai que ça c'est vraiment incroyable, quoi. Et enfin, je me mets un peu à ta place. À ce moment-là, t'es tout seul, t'as créé un truc qui d'un seul coup devient beaucoup plus gros que tu l'avais imaginé, pour pas dire un truc qui devient beaucoup plus gros que toi. T'as pas peur de te faire dépasser par le projet à un moment donné? Dans cette période-là, tu vois, il y a une espèce de hype autour de ton projet, de toi qui se crée. C'est jamais simple à gérer pour personne, quoi. Ouais, après moi j'ai de la chance ou de la malchance de voir souvent
Moi, je suis le genre à être très stressé par le moindre truc qui pourrait être négatif ou que j'ai mal fait et à jamais célébrer le succès. Okay, Donc, je compatis. si tu veux, ouais, dans ma tête, c'est assez relatif parce que ouais, on m'aide beaucoup, mes proches, tout ça et tout, en mode non, regarde tout ce que t'as accompli, pas ce que t'aurais pu mieux faire, tout ça et tout. Mais c'est vrai que ça a été une année assez intense, assez compliquée. En plus, tu vois, je me suis très vite dit après le concours Lépine, ah tiens, je vais lever facilement un peu de sous. Puis en fait, tu te dis ah bah non, j'attends, je vais créer la boîte, je vais me focus un peu produit. Ce que t'optimises machin, puis après t'es là en mode il faudrait quand même que j'ai un petit peu de sous quand même. Donc c'est vite dans des trucs comme ça où t'es là en mode merde, j'ai donné 4-5 mois déjà intense à fond pour créer tout ça et il y a encore besoin d'énergie. Donc la solution pour moi c'était aussi parce que j'ai lancé tout ça en solo. Ouais, là je suis en train justement, je viens de m'associer avec un de mes meilleurs amis, ce qui est très cool parce que j'appréhendais énormément le fait de devoir me réassocier avec quelqu'un. J'étais très content de ce statut de solo founder. Ouais, et parce que j'étais là en mode ok, je garde mon ownership, c'est comme ça aussi que ma précédente boîte je l'avais faite, ça me plaît bien, j'ai aussi plein d'expériences avec plein d'associés, donc j'en vois les limites, mais c'est vrai que là je suis arrivé à un moment où quand on se rend compte de l'ambition de la boîte, de à quel point j'ai envie de le mener loin, on est là en mode il faut que je sois avec d'autres personnes, mais pour des raisons très simples, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème de santé, que je suis pas là pendant 2-3 mois, est-ce que le projet meurt, est-ce que ça me donne, est-ce que quand tu lèves des fonds aussi c'est une bonne idée. Alors après il y a plein de façons de se sécuriser, j'ai plein de talents autour de moi et puis avec de l'argent tu peux aussi salarier des gens, mais voilà, la bonne réponse a été pour moi de m'associer avec c'est trop bien. En fait c'est peut-être la seule personne, et c'est sûr c'est la seule personne avec qui j'ai pu me projeter de m'associer ces dernières années. Oui, après tes expériences que tu as eues avant. C'est ça. Okay. Et justement, tu parlais de ton expérience d'avoir des associés. Tu disais aussi que là, t'es dans une phase où en gros, tu as une vraie ambition pour le projet. Ce projet, justement, c'est quoi l'ambition? Où est-ce que tu veux l'amener? Jusqu'où tu veux l'amener? Ouais, ce qui est assez incroyable sur ce projet, c'est le potentiel aussi. Au-delà de changer la vie de pas mal de personnes, c'est qu'on est sur un vrai projet où il y a grosse ambition économique aussi, on est sur des là rien qu'il y a 90 millions de personnes qui ont un problème de mobilité des membres supérieurs. Donc moi mon ambition c'est vraiment de me dire à un moment comment on peut réussir à créer une boîte viable, et donc avoir des salaires, machin, tout ça et tout, qui va propulser notre technologie et la mettre vraiment au cœur de tous les foyers qui en ont besoin. Donc d'une certaine façon, ce projet il est très ambitieux, très très ambitieux même, parce que dès que tu te projettes à te dire on a vraiment des dizaines de millions de personnes, et encore on parle que d'un des types d'handicaps qu'on va adresser. Notre produit aujourd'hui il marche aussi pour plein d'autres types de handicaps, et on a plein de projets aussi, comment aider les personnes malvoyantes à jouer, etc. Donc l'ambition elle est assez illimitée. Moi je m'en satisferais dans tous les cas si on a pu réellement changer la vie de quelques millions de personnes et ça citer. C'est même pas mal, c'est que c'est absolument incroyable. Et maintenant quand tu vois, mais tu vois, là je suis en pleine on a pas de levée de fonds, on discute tout ça et tout, donc je suis aussi en fusée avec beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont là en mode, surtout quand tu vas voir les fonds Tech VC, tout le monde est là en mode ouais mais je suis pas sûr que tu puisses peser 50 milliards et tout, donc ça te pousse aussi à te projeter dans des énormes trucs. D'accord. Mais c'est vrai que est-ce que c'est le but de peser 50 milliards? Absolument pas. 50 milliards ou la mort, Absolument pas, mais c'est marrant comment tu te fais envoyer d'un bout à l'autre des scopes et tout, et c'est vrai que dès que tu vas avoir des VC un peu tech et tout, ils vont tout de suite regarder à quel point tu as une capacité d'aller à l'échelle super importante ou pas. Mais c'est vrai que moi mon ambition là c'est déjà si je peux réussir à créer une belle base, un beau produit, une belle base d'utilisateurs et utilisatrices pour qui vraiment on est en train de changer la vie et que ça atteint même 1 million de personnes. Mais en fait c'est incroyable, et c'est vrai, tu vois, c'est pour ça que je te dis je suis satellisé dans les discussions avec les investisseurs, tout ça et tout, parce que simplement déjà là c'est incroyable avec quelques centaines de personnes. Et puis toujours pareil, un truc qui te ramène bien à la réalité dans ces moments-là, c'est visualise la foule de ces gens-là, tu vois. Clairement. 90 millions de personnes, c'est monstrueux. Enfin, c'est plus que la France, c'est ça. Tu vois. Ouais, plus même. Donc c'est un gros pays. Donc c'est quand même assez extraordinaire si t'arrives à aider tous ces gens-là. Imagine. Ça serait ouf. Ouais, imagine. Et en plus, et c'est là que c'est intéressant aussi, on voit l'intérêt d'aller vers un projet avec un modèle économique qui soit rentable. C'est que, comme tu le dis, t'as 90 millions de personnes, c'est ton marché de base, c'est-à-dire les gens qui jouent déjà aux jeux vidéo et qui ont des problèmes, handicap uniquement sur les membres supérieurs. Mais derrière, comme tu parlais de personnes malvoyantes, etc., c'est aussi ces ressources-là qui te permettent d'aller continuer à innover, qui te permettent d'aller chercher toujours plus et toujours plus loin et de progresser dans cette
vers cet objectif-là, en tout cas, d'aider toutes les personnes handicapées à pouvoir jouer, quoi. Donc oui, c'est assez génial. Mais après, c'est vrai que là, en plus, j'en parle un peu vraiment, quand j'ai dit, je suis matrixé avec les discussions investisseurs, tout ça et tout. Moi, ce qui m'intéresse au fond, avant tout, c'est de faire un push et d'amener une brique technologique. Il y a une partie aussi de ce que je fais qui va être en open source et tout. C'est vraiment d'apporter une brique technologique pour tout le monde puisse s'en emparer, faire évoluer. Le truc dont je serais le plus fier, en fait, au final, c'est de voir tous les éventuels concurrents qui vont émerger à travers ça. C'est vraiment pousser aussi un écosystème là-dessus. Parce que bon, au final, au-delà du succès économique et tout, voilà, c'est paver le chemin de dire tous les handicaps ne sont pas que des petites niches, il n'y a pas besoin d'hardware super compliqué, on peut très facilement régler plein de soucis aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les devices qu'on a déjà, tout ça et tout. Il y a vraiment ça en fait aussi que j'ai avant tout envie de faire, c'est de montrer qu'il y a un gros potentiel à venir régler sur les solutions d'accès, à venir apporter sa brique sur l'accessibilité, quoi. Ouais, carrément. Et juste en aparté, t'as créé ta boîte toi dès le début sous le format entreprise à mission. Ouais. Tu peux nous en dire un mot, c'est quoi cette mission et pourquoi t'as choisi ce cadre-là? C'est vrai que moi je suis dans justement là, je dis j'avais pas forcément envie de faire une start-up. Bon là je suis à fond dedans, on est en train de faire une, j'ai envie de toucher, j'avais vraiment envie d'ancrer directement l'objectif de la boîte parce que moi ce qui m'intéresse avant tout en vrai, au-delà des perspectives économiques, au-delà de ça sera cool d'avoir des personnes payées, comme ça on va pouvoir faire des bons produits, des bons trucs et tout. J'avais vraiment envie d'ancrer directement dans la boîte sa mission, qui est aussi de produire de l'open source, de produire des biens communs qui pourront être récupérés par toute la communauté de makers, de développeurs, et vraiment d'être un acteur qui donne les clés aussi pour que tous les acteurs et actrices d'industrie puissent s'emparer facilement de tout ça et tout. Et donc ça me paraissait évident de mettre direct dedans notre mission. Alors c'est quoi la mission? Elle est double. Accessibilité, rendre accessible le jeu vidéo à tout le monde et aussi rendre accessible le numérique à tout le monde. D'accord. Parce que bon, on parle beaucoup de jeux vidéo, moi c'est ça qui m'éclate aussi, mais c'est vrai qu'on a créé un système qui permet d'émuler une manette, mais aussi qui permet d'émuler un clavier souris. Voilà, parce qu'il y a plein de jeux qui se jouent au clavier souris. Est-ce qu'on va empêcher les gens de faire un petit message sur WhatsApp avec le système plutôt que jouer? Non, a priori non. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce qu'on se retrouve maintenant aussi avec des personnes qui ouvrent leur volet avec Playability. Ouais. Parce que du coup, ils avaient l'habitude d'utiliser Alexa, la voix aussi, et puis là d'un coup tu leur dis en un clin d'œil, en un machin, je peux débloquer tel truc. Donc ouais, ça a des potentialités qui sont quand même assez ouf, ouais. Sans avoir besoin d'aller jusqu'à faire mettre une puce dans le cerveau comme Neuralink, tu vois. Donc, après on verra, il y a plein de cas où ça a du sens de mettre une puce dans le cerveau. On voit après, tu vois, il y a par exemple pas mal de personnes malentendantes, certaines qui font le choix aussi d'avoir un implant cochléaire pour pouvoir c'est quoi entendre. En fait, c'est un implant qu'on va te mettre. Alors je vais dire des grosses bêtises et c'est pas une solution magique, je connais des personnes qui l'ont eu et qui ont préféré le retirer, mais en gros, c'est un implant qu'on va te mettre à l'intérieur du crâne. Je sais plus exactement où, je crois que ça va se mettre sur l'osselet que tu fais vibrer derrière l'oreille, et en gros, tu vas avoir un microphone sur la tête et un câble qui rentre c'est pas un câble, je sais plus exactement le dispositif technique. Mais en gros, c'est un implant sous-cutané qui va te permettre d'entendre l'extérieur. On vient faire vibrer. D'accord. Mais je vais dire des bêtises. Non, mais sur les trucs techniques. C'est juste par curiosité. Mais il y a Mais plein de solutions qui permettent de faire ça. Après, elles sont très invasives. Ouais, bien sûr. Et pour revenir sur le côté entreprise à mission, c'est intéressant parce que tu vois ça. Je sais que moi ça m'a fait tiquer quand tu me l'as raconté. T'as ce côté j'ai balancé du code qui ressemblait à rien parce que t'as ce que t'as dit juste avant, et à l'inverse un truc de formalisme hyper élevé. Tu vois, une entreprise à mission, il y a plein de boîtes qui se posent la question, on fait pas. Bon, en vrai c'est une question de statut et d'objectif, mais en quoi ça va être aidant pour toi dans cette phase de structuration d'avoir déjà fait ça, tu vois, d'avoir posé cette mission, ce cadre de gouvernance qui existe? C'est une bonne question, j'en sais rien. C'était une promesse à moi-même, une promesse à tout le monde, je pense déjà. Ah, tu vois, c'est vrai qu'en soi, spoiler, c'est pas très compliqué, hein. Tu peux créer aujourd'hui une boîte et te déclarer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont galéré à faire passer leur boîte en entreprise en mission parce qu'elle existait déjà, tout ça et tout. Spoiler, hein, c'est très simple. Il suffit de le mettre dans les papiers et c'est bon, tu peux l'avoir si tu t'en déclares. Mais je pense que c'était vraiment une promesse à moi, un truc très clair à toutes les futures personnes, associés, investisseurs et tout, qui iraient dedans, et de dire non, on a créé notre boîte sur cet ADN-là. C'est pour ça qu'il y a de l'open source aussi dedans. Ça fait partie des trucs.
Et voilà, ça c'était vraiment une promesse à moi-même, quoi. Inscrire dans les valeurs directes la boîte de pourquoi on l'a fait, pourquoi on l'a créé, et je pense que ça sera un arbitrage intéressant aussi. Enfin voilà, c'était essentiel pour moi, c'est d'avoir ça dans les statuts, de dire avant toute chose, ce garde-fou aussi, quoi. Ouais, un vrai garde-fou, et se dire voilà, et c'est aussi la mission de la boîte, parce que là on parlait il y a 90 millions de personnes, il y a machin et tout. Moi en vrai je serais trop heureux si je fais une petite boîte qui produit plein d'open source, que je peux me payer un salaire tranquille et de quelques personnes autour, et qu'on s'éclate bien en vrai. Ça marche aussi, quoi. Tu vois, bon alors c'est dur parce que je saute entre les discours investisseurs, les discours qui sonnent avec mon cœur, la réalité, le machin et tout, mais c'est vrai que voilà, le but c'est pas de faire une énorme réussite économique, le but c'est de réussir notre mission, quoi. Rendre accessible le jeu vidéo. Il est fort probable que la réussite économique vienne avec, par ailleurs. En fait, elle devra venir un petit peu avec pour que ça soit viable sur le long terme. Mais ouais, les deux sont profondément liés. Et puis, non, mais tu vois, en plus, c'est des trucs qui sont intéressants parce que est-ce que demain, imagine, on revend à tel acteur qui veut fermer complètement notre truc et réserver à son écosystème notre solution, on sait que ça matche pas déjà. Ouais, voilà, donc c'était vraiment pour poser une ADN forte, directe, et une règle, et que ça soit affiché pour tout le monde. Et en premier lieu pour moi, je pense. Ouais, c'est bien de se rappeler pourquoi on fait les choses. C'est carrément important. Justement, tu parlais de ce côté, tu disais, je veux salarier des équipes, là, tu sautes entre les trucs, on parle de ta mission, les discours investisseurs, la réalité, les produits, utilisateurs, etc. Toujours dans cette transition inventeur-entrepreneur, c'est souvent aussi dirigeant. Là où inventeur, c'est souvent vu dans l'image d'Épinal comme un truc solitaire. T'es le mec dans ton lab qui fabrique des trucs. L'entrepreneur, il a une équipe autour de lui, il faut les fédérer, faut aller plus loin que ce que tu peux faire toi-même. Toi, comment tu te projettes dans ce nouveau rôle, entre guillemets, de dirigeant, quoi? Ouais. Ça c'était une partie, pour moi c'est le métier le plus dur du monde, hein, manager des gens. C'est dur, t'apprends au fur et à mesure, tu fais du mal aux autres aussi à travers ça, tu t'en fais beaucoup de mal à toi, c'est un truc compliqué. Moi j'ai eu la chance de commencer à avoir des équipes plus ou moins grandes en vrai, dès 2007, dès 2008. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai eu des grosses équipes, des petites teams de freelance, des machins et tout. Et c'est vrai que ça a été un sujet, sur lequel j'ai beaucoup évolué, beaucoup appris, beaucoup amélioré, devenu pas mal sur certains trucs. Mais c'est ça toujours le problème du management, quoi. C'est que ça coûte cher d'apprendre à être bon dessus. Et donc, parce que j'en ai fait beaucoup, parce que je sais à quel point c'est dur, forcément, tu le redoutes, et c'est pas la partie la plus cool parce que ça a des gros enjeux là-dessus, mais voilà, après c'est un sujet sur lequel j'ai relativement l'habitude et sur lequel de toute façon, pour emmener mon projet le plus loin possible, va falloir fédérer des talents, fédérer des gens autour et tout. Mais c'est vrai qu'en tout cas c'est pas un truc que c'est une matière qui est dure et compliquée, et se poser la question comment je structure aussi cette boîte et tout, mais après encore une fois, j'ai une opportunité exceptionnelle, donc mais carrément. C'est un point je vais pas dire c'est un point de détail, c'est je l'appréhende, j'ai envie de faire mieux comme à chaque fois et de créer le cadre le plus simple possible. C'est vrai que j'ai des réflexions, même moi là aujourd'hui, mettre en place la semaine de 4 jours, tu vois, c'est des trucs sur lesquels on se questionne à mort, machin et tout. Donc j'aimerais bien faire une belle boîte où on s'amuse bien, simple et humaine. Moi je dis des trucs de base, quoi, mais j'ai vu tellement d'exemples, j'ai vécu tellement de situations compliquées que c'est vrai que c'est un grand jeu et vraiment pas quelque chose je prends à la légère, la façon dont je vais monter mon équipe, avec qui je vais bosser, parce que c'est à la fois la meilleure chance et la recette la plus dure à mettre en place, je pense, sur tout projet. Et c'est un peu justement l'intérêt, enfin tu vois, je te parlais tout à l'heure de la mission comme un truc structurant et aidant. Ça vient poser un cadre, ça vient poser ce garde-fou là, et c'est entre guillemets aussi un premier pas sur la suite de toute la culture, tu vois. C'est quoi tes valeurs de boîte, c'est quoi l'ADN, et en fait c'est ce truc-là qui va te permettre de faire ton cut entre je prends la décision A ou la décision B, je choisis tel mode d'orga ou tel mode d'orga, je mets la semaine de 4 jours, je mets pas la semaine de 4 jours. C'est ça qui peut être très aidant aussi pour toi derrière, quoi. Et justement, tu parlais des apprentissages que t'as fait dans ton management, là, si tu devais en partager un ou deux pour un jeune entrepreneur qui dit que ça va être hyper simple, que de toute façon le but c'est juste d'avoir un produit qui vend et que manager les gens ça se fera tout seul, qu'est-ce que tu partagerais? Alors le premier, mais c'est un grand poncif, c'est un grand classique, mais et c'est le truc le plus dur à faire, c'est apprendre à arrêter avec les personnes. C'est vraiment ça le plus dur, surtout quand t'as déjà une équipe avec plusieurs personnes et tout. C'est vrai que c'est peut-être le truc le plus dur, d'évaluer et de décider d'arrêter avec quelqu'un, et moi je conseillerais d'aller le plus vite possible. Encore une fois, j'ai l'impression de dire un peu impossible parce que c'est aller le plus vite possible quand on a pris une décision, parce qu'en fait on fait toujours plus de mal aux gens qui sont là déjà dans l'équipe et à qui on laisse une personne qui va pas forcément avancer. Mais le truc le plus important que je dirais, c'est donc du coup de prévoir ça et d'en bien en discuter. Enfin moi pareil, j'aime bien expliquer aux gens à qui je commence à travailler, je leur explique tout le temps
comment on va arrêter. Ok. C'est un truc que j'ai pris avec les années. Et bon, les gens ils vont être là en mode ah ouais, Valentin, le vireur en série, le machin et tout. Mais au contraire, c'est là où je pense qu'il y a besoin le plus d'humanité, et là où je pense que le plus, s'il y a forcément plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, il y a certains sujets qui réveillent la nuit d'angoisse quand on sait qu'on doit annoncer à quelqu'un qu'on veut arrêter avec, et même le processus avant et tout. C'est vraiment ça le plus compliqué. On va souvent s'inventer des excuses ou se dire ah tiens c'est moi qui ai raté ça, ou il y a tel machin, ou je vais laisser du temps, ou tout simplement j'ai peur d'aller le dire et je vais attendre un petit peu, attendre un machin, tout ça et tout. Et du coup voilà, moi ce que je fais maintenant, c'est j'explique aux gens en disant bah voilà, de toute façon c'est il y a tu vois une période, je bosse beaucoup aussi avec des freelances, hein, je vais bientôt avoir mes premiers salariés, mais du coup j'explique toujours comment ça va s'arrêter, sur quoi je vais sur quoi on se jugera sur le machin, que ça peut je détends toujours l'atmosphère en disant et en expliquant ça, le cadre, voilà, je pose le cadre et ouais, c'est vrai que j'aime bien expliquer à la personne. Truc aussi que je fais, mais là c'est pareil, c'est des grands classiques, mais quand je dois arrêter de bosser avec quelqu'un, je lui donne toujours l'opportunité de dire que c'est elle qui a démissionné, que je suis là dispo aussi pour faire des recos. Ouais. Enfin, je balise. Et ça, tu vois, ça fait partie des trucs que je dis. Quand je commence avec quelqu'un, je lui dis, écoute, si dans 2 mois, 3 mois, 3 ans, je décide d'arrêter avec toi, voilà, et tout, sache que c'est toi qui auras la main sur le storytelling, que je te ferai des recos, et machin, et ça permet de détendre tout le truc et de délier. Tu crées une sécurité, puis tu délies aussi l'affect, surtout que c'est rarement toi ou la personne qui a foiré dans la relation. C'est des fois, il y a une incompatibilité. Ouais. C'est ça, c'est un truc de fit et tout. Mais ouais, en tout cas, je conseillerais de jamais trop traîner quand t'as décidé d'arrêter avec quelqu'un et tout. C'est le plus dur. Et c'est pas le but d'être méchant et de virer, de machin, tout ça et tout. C'est souvent, j'ai jamais vu de cas où la personne avec qui t'as envie d'arrêter avait l'impression que tout se passait parfaitement bien. Non, c'est très rare. Voilà, elle était en souffrance sûrement aussi. C'est sûrement libérateur. Et si t'arrives en disant j'arrête avec toi, par contre, je te donne toutes les clés en main pour que socialement et professionnellement, tu te retrouves pas dans l'insécurité de dire ah mince, j'ai un échec que je vais devoir porter et tout, et que je te garantis la maîtrise du storytelling, t'as le droit de dire ce que tu veux, tu peux dire que, et donc du coup tu te retrouves avec des gens qui disent qu'ils ont arrêté et que c'est eux qui ont démissionné. Ouais, bien sûr. Et moi je suis là en mode bien sûr. Ouais, tu back. Ouais, je back. Bah, et du coup c'est un simple truc, et moi c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ça m'a enlevé tout le stress aussi, parce que du coup tu sais, tu te projettes à la place de la personne. T'as moins l'impression d'être sa vie, quoi. Bah ouais, c'est ça, quoi. Tu l'impactes pas. Donc c'est vraiment ça, ouais. Le conseil c'est bien virer les gens et arrêter vite, parce que de toute façon voilà. Et bref. C'est bien, on a bien parlé de comment ça se passe quand ça se termine, et c'est très intéressant que tu poses ça dès le début. Tu vois, sans rentrer dans des trucs de type marque employeur, machin, etc., qui sont encore compliqués à définir au stade 1 de la boîte, mais pour peut-être tes futurs salariés qui écoutent peut-être ce podcast, si demain je viens bosser chez Playability, faut que je m'attende à quoi en termes d'expérience, à quoi ça ressemblait? C'est une bonne question, parce qu'on est en train de créer tout ça. Moi, il y a plein de valeurs en fait auxquelles qui me sont chères aussi et tout. Donc, avant tout, moi, l'environnement que j'ai envie de créer, c'est un environnement plein de valeurs qui me ressemblent. On a créé la boîte à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On aura nos bureaux là-bas. Pour l'instant, j'ai réussi à pas faire de commandes sur Amazon. Je vais acheter ma PlayStation 5 en local. Il y a plein de trucs. Donc là, en fait, ce qu'on peut, je pense, offrir avant tout chez Playability, et ce qu'il y a c'est qu'on offre quand même du sens. Parce que bon, bref, je te parlais, là j'étais en train de dérailler, de parler des valeurs, des machins et tout. Mais c'est ça dont on parle en réalité. Hein. Je crois le truc qui est aujourd'hui le plus cool, et ce que je peux offrir de mieux avec Playability, et je le vois par rapport à tous les gens qui nous contactent, c'est que j'ai l'impression on est toute une génération avec des gens aussi qui sont très talentueux, qui sont à des postes de ouf, dans des boîtes de ouf, mais sur lequel au bout d'un moment, la production ou ce que fait cette boîte ou ce que fait le truc, ça colle plus forcément avec tes valeurs et tout. Et si je devais le dire grossièrement, en fait, tu sais, je recroise pas mal de gens où ils sont là en mode ah tiens, je pensais me reconvertir en menuisier, en tel autre métier, tel autre machin, et là je rencontre Playability et je me rends compte que je vais pouvoir continuer à faire mon métier de marketeur, tout ça et tout, mais sur un truc qui a du sens et qui coche des choses. Donc je pense qu'on apporte, on va voir comment le truc est en train de se structurer. Alors déjà en termes de valeur, en vrai le fait d'être en continu avec des gens qui rendent vraiment service à des gens, te prennent des push, du love bombing tout le temps et tout, tu te sens vachement utile. Donc ça, je pense que c'est déjà, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est venez passer une journée avec moi, venez voir une fois quelqu'un qui joue pour la première fois, et c'est bon, t'es là en mode il y a vraiment du sens. Mais ouais, je pense que ce qu'on peut aujourd'hui le plus apporter, c'est vraiment on est dans le jeu vidéo, on fait un produit électronique, on fait du consumer, on a tout un espace où c'est vraiment fun quand on peut s'amuser. En plus, moi je suis pas du genre à avoir peur des tons un peu hardcore ou prendre des contre-pieds entre guillemets et tout, donc il y a vraiment moyen de s'amuser sur des sujets ultra fun, où tu fais de la tech, où tu fais du machin, où tu fais du truc, et en même temps
ça a vraiment du sens, c'est sur l'inclusion. Et c'est vrai que je connais pas beaucoup de boîtes aujourd'hui où quelqu'un qui est fort en marketing dans la tech, par exemple, des top profils, et qui veut avoir un truc qui a vraiment un peu plus de sens, bon courage pour trouver aussi les trucs qui matchent. Et donc j'aime bien me dire, alors ça paraît super condescendant pour ces autres métiers, mais c'est vrai que il y a une alternative entre arrêter de bosser pour une GAFAM et devenir menuisier. Il y a moi au milieu, quoi. Tu vois, il y a payability, quoi. T'as un juste milieu qui peut être pas mal, quoi. Mais c'est intéressant parce que tu vois, tu parles beaucoup du sens qu'il y a derrière tout ça, et c'est clairement il est hyper fort. Enfin, parce que par l'activité que t'as. Mais et ça en vrai c'est une question ouverte. Est-ce que pour toi, genre le fait d'avoir une mission aussi forte et aussi porteuse de sens, ça suffit pour les gens qui bossent avec toi? Ah bah non, c'est pour ça que je veux en faire un succès économique large et qu'on ait l'occasion, en plus d'être super bien payé, en plus de pouvoir structurer sa vie. Enfin voilà, moi ce que moi j'ai envie d'apporter aux gens. Et après en fait ça c'est un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai du mal. C'est vrai qu'on, comme tu le disais, on est encore au début de cette boîte. Ouais, tu vois, je suis au moment où s'il y a des gens qui venaient là bosser avec moi, bah en fait j'ai pas de salaire, c'est de la pure equity, du machin et tout. En fait, on recrute même pas encore vraiment, on n'est pas encore à l'étape où on est donc tout ça est vraiment c'est vrai que c'est un peu éthéré pour moi, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est normal. Trop bien. Du coup, ouais, ça annonce des challenges qui sont excitants. Et là, c'est quoi les prochains 6 mois, 1 an pour toi sur Playabit, ça ressemble à quoi? Ah bah là, c'est faire en sorte que de scale à mort. Ouais. Pardon, je prends les termes. Oui, non, je pense que sur ce podcast tu peux. Ok, on peut sur ce truc-là, mais bah ouais, moi là maintenant, c'est simple. Cette année, bah le projet il a vraiment démarré en février-mars, quoi. Ouais. C'est devenu ultra sérieux en mai, et on a déjà la chance d'avoir eu énormément de couverture presse, énormément d'utilisateurs, d'utilisatrices, énormément de soutien dans tous les sens. On a un produit, ce qui est assez incroyable, on a un produit qui marche, qui rend grave service aux gens, et voilà. Et donc là on s'apprête, on est à quelques jours de lancer vraiment. Alors là on va lancer un supporter pack. Okay. Donc c'est un peu un early access de jeux vidéo, donc un accès anticipé, un peu comme pour les jeux vidéo, vous pouvez l'acheter le pack à le gold, machin, de précommande où on t'envoie des goodies, des objets dedans, et trucs comme ça. C'est ça. Donc là nous on lance ce truc là, et c'est le début un peu de notre vraie ouverture publique, où on veut qu'il y ait un peu l'effet rebond, qu'un max de gens soient au courant du produit. On est resté quand même relativement confidentiel, dans le sens où on a fait un peu de presse, on a testé quelques trucs, tout ça et tout, mais c'est vrai qu'on est resté sur une petite base, et là moi ce que je veux c'est faire exploser cette base de personnes. Donc en vrai il y a rien d'autre à me souhaiter que le plus grand nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo grâce à nous. Voilà. C'est un bon souhait. Ouais, c'est ça qu'on peut te faire. Et ça tombe très bien, on arrive vers la fin de notre épisode. Dernière question du coup, traditionnelle sur ce podcast, c'est quoi le conseil que tu donnerais à l'entrepreneur, on va dire en début d'aventure du coup, pour faire de sa culture entreprise un atout pour sa boîte, un levier de croissance, et du coup dès le début de l'aventure? Je pense que le truc que j'ai appris très tard, et ça prend souvent longtemps et à accorder beaucoup d'importance, c'est le fait de prendre du temps à créer sa plateforme de marque, à réfléchir aux valeurs, réfléchir à l'expérience utilisateur globale que tu veux apporter, et vraiment un peu, en fait, ces trucs qu'on fait très régulièrement dans les milieux marketing et tout, qui peuvent paraître un peu bullshit, ou en mode non, je vais pas définir tous les trucs, mais en fait, c'est génial parce que ça te permet de créer une épine dorsale sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Et le problème quand t'es entrepreneur, c'est que, voilà, moi, chaque rendez-vous avec un investisseur, avec un ci, avec un ça, va modifier en fait ta vision des trucs, va t'injecter des idées, va t'injecter des trucs, et souvent tu peux te retourner 6 mois après, 9 mois après, et t'es là en mode mais pourquoi j'en suis là, quoi. Moi à la base je voulais faire tel projet, tel machin avec telle valeur, au fil du temps j'ai trouvé qu'en fait le business était mieux là, et puis à la fin tu te retrouves à faire un truc qui n'a aucun sens avec ton truc. Et ce qui m'a le plus aidé, ce qui était cool aussi, même si en final je l'ai pas fait aussi bien que ça sur Playability, mais ouais, se donner la chance de se dire voilà ce qui est extrêmement important et auquel on dérogera pas. Alors moi par exemple j'ai mis dans l'entreprise à mission, ça faisait partie de ce truc là, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à prendre du temps à créer votre plateforme de marque, à poser vos valeurs, à brainstormer ça, même à bosser avec des gens qui se connaissent bien en marketing pour vous aider là-dessus, parce qu'en fait derrière ça vous donnera une grille de lecture auquel vous pouvez toujours vous rattacher, et qui peut être parfois très utile, parce que voilà, je connais plein de gens, enfin tu te retrouves éloigné de ta propre mission, ton propre truc, et ça t'évite d'être juste opportuniste et de chasser une opportunité après l'autre et que ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, et puis surtout je dirais même ça évite que tu te retournes et 2 ans après t'es là en mode pourquoi j'ai fait cette boîte, pourquoi je suis pas heureux, il y a pas forcément de sens, alors que souvent il y avait au-delà de l'idée, au-delà de l'excitation d'être entrepreneur et de faire une boîte, il y avait sûrement à la base des valeurs, des trucs qui motivaient, donc c'est qui rendent heureux. C'est ça, et qui rendent heureux. Et du coup créer une bonne culture et avoir ces bases là et pouvoir être capable de répondre en disant nous c'est ces 3 mots clés là, et même après c'est ouf parce que au quotidien quand t'es avec tes équipes, quand tu bosses, quand tu prends des décisions, si tu peux dire est-ce que ça match avec les 3 mots-clés des valeurs de la boîte,
si t'as réussi à faire en sorte que t'as vraiment 3 putains de mots-clés qui ont du sens, eh ben t'as un outil ultra puissant qui résout tout simplement et qui te permet de pas t'oublier. Et je trouve qu'en tout cas en tant qu'entrepreneur, parce qu'on voit beaucoup la culture qu'on veut insuffler, que les gens veulent percevoir de l'extérieur, tout ça et tout, mais je pense que poser ses valeurs, savoir pourquoi on le fait, savoir sur quoi on veut vraiment pas transiger à long terme, c'est une aide au quotidien pour prendre chaque décision. Donc voilà, je dirais passer du temps à regarder comment on crée ses valeurs de marque, ces machins, c'est ci, c'est ça. Et ne les balayez pas en disant c'est du truc marketing. Non, sinon j'ai plus de travail en plus, donc c'est hyper gênant. Écoute, trop bien. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi. Je propose qu'on reste là-dessus. Et puis à très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.